L'amour vache. Il n'y a pas de place pour les faibles dans cette maison. La porte claqua si fort que les gonds hurlèrent. Sur le carrelage glacial du hall d'entrée de mes parents, ma fille de 5 ans était recroquevillée en une boule serrée à côté d'une valise jetée sans soin, son petit corps tremblant sous un pull en coton trop fin pour le cœur de l'hiver. Je venais de rentrer d'un déploiement médical intense avec la Navy, épuisé, décoré, et désespéré de trouver un toit sûr pour ma fille. La récompense que j'ai reçue de mes propres parents biologiques fut nos affaires jetées sur le porche, et le pêne de la serrure changée derrière nous. Je n'avais pas le choix. J'ai conduit mon enfant frigorifié à travers les rues gelées jusqu'à ce que nous trouvions un refuge pour sans-abri qui nous accepterait. Nous avons dormi sur des lits de camp donnés, entourés d'inconnus, jusqu'à exactement 5h45 ce matin. Un SUV blindé d'un noir profond s'est arrêté au bord du trottoir, devant le refuge. La portière s'est ouverte et Victoria Sterling, ma grand-mère, présidente d'un conglomérat de défense d'1 milliard de dollars, a posé le pied sur le béton fissuré. Elle a regardé nos sacs de sport crasseux, les lèvres gercées de Sophia, les cernes sombres creusées sous mes yeux. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a grondé, « Maria, pourquoi est-ce que toi et mon arrière-petite-fille êtes ici, au lieu de vivre dans la luxueuse maison que je vous ai personnellement achetée ?» Mes oreilles ont bourdonné. Le trottoir a basculé sous mes bottes. J'ai bégayé. Quoi? Quelle maison? Une fureur que je n'avais jamais vue auparavant irradiait de son corps. Elle a sorti son téléphone crypté et a passé un seul appel. Et à peine 4 jours plus tard, au milieu d'un somptueux gala de la haute société, tout le sang s'est entièrement vidé du visage de mes parents. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si vous voulez vraiment connaître la fin de cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. J'ai fixé les feux arrière clignotants du SUV blindé de ma grand-mère qui s'éloignait du trottoir, et le mot « maison » a résonné dans mon crâne comme une balle ricochant à l'intérieur d'un casque d'acier. L'air vif de l'hiver a ramené ma mémoire 8 mois en arrière, à l'odeur suffocante du parfum de lavande coûteux qui s'accrochait toujours aux vêtements de ma mère. Je venais d'être transféré au centre médical naval local, portant le poids d'un déploiement exténuant à l'étranger sur mes épaules, et une fille de 5 ans sur ma hanche. J'étais épuisé. Je cherchais désespérément un bref sanctuaire. Alors, quand ma mère a proposé de nous laisser rester dans son immense domaine, j'ai accepté sans hésitation. Elle se tenait dans le grand hall d'entrée ce premier soir, drapée de soie de créateur, se servant un verre de vin rouge millésimé avec un sourire impeccable et étudié. Le même sourire qu'elle affichait sur les couvertures de magazines pour sa fausse fondation caritative, une organisation qui n'existait que pour lui donner accès à de riches donateurs et à des relations politiques, canalisant juste assez d'argent pour satisfaire les auditeurs. Tandis que le reste disparaissait dans ses comptes personnels. Elle m'a tendu un verre en cristal poli, sa voix dégoulinant d'une chaleur artificielle. C'est juste temporaire. Sophia a besoin de stabilité, et la famille, c'est toujours la famille, a-t-elle roucoulé, penchant la tête comme elle le faisait pour les photographes de presse. J'ai regardé le somptueux salon, les peintures à l'huile originale et les sols en marbre importé, et j'ai bêtement cru que les liens du sang signifiaient un sanctuaire inconditionnel. J'ai commencé à déballer nos sacs de sport militaires usés, organisant soigneusement les peluches de Sophia dans le coin de mon ancienne chambre d'enfant, complètement inconsciente du fait que j'entrais dans un piège psychologique soigneusement construit, conçu pour me saigner à blanc. J'ai ravalé l'épuisement amer logé dans ma gorge et j'ai forcé un sourire reconnaissant, voulant désespérément croire que mes parents avaient changé. J'avais passé des années à chercher leur validation, et dans ce bref moment d'hospitalité trompeuse, imbibé de vin, je me suis convaincu que la guerre était enfin terminée. Je n'avais aucune idée que le véritable champ de bataille m'attendait, juste à l'intérieur de ces murs immaculés, parfumés à la lavande. La réalité brutale de ma nouvelle affectation au centre médical naval s'est transformée en un broyeur de viande incessant de 14 heures. Je passais mes jours et mes nuits à courir à travers des salles d'urgence chaotiques, les semelles de mes bottes de combat me faisant mal sur les sols durs en linoléum. Je soignais des blessures par éclat d'obus, stabilisais des hémorragies internes, tenais la main de jeunes marines qui criaient le nom de leur mère au milieu de la nuit. Un infirmier de combat nommé Davis glissait silencieusement un café noir sur mon poste au début de chaque garde, sans qu'on le lui demande. Quand j'ai doublé ma garde après un exercice simulant un grand nombre de victimes, il a couvert mes 2 dernières heures pour que je puisse rentrer et voir Sophia. Ce petit acte de fraternité, cette compréhension muette entre 2 soldats, était la seule véritable gentillesse que je recevais au cours d'un cycle de 24 heures. Je rentrais bien après minuit,
mon uniforme de la Navy empestant l'eau de javel antiseptique et l'odeur métallique du sang cuivré. Je payais le loyer le premier de chaque mois, une somme précise que je calculais à partir de ma solde militaire, après avoir mis de côté le budget nourriture et les frais de garderie de Sofia. Me faisant la plus petite possible pour occuper le moins d'espace humainement possible dans leur immense maison. Pourtant, chaque fois que je franchissais la lourde porte en chêne, épuisé et physiquement diminué, le bombardement psychologique commençait. Je me tenais dans la cuisine, respirant lentement, des respirations tactiques pour supprimer le tremblement de mes mains, essayant de me verser un simple verre d'eau. Ma mère s'asseyait sur le canapé en velours moelleux, se limant nonchalamment les ongles tout en sirotant une tisane à la camomille importée. Elle ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée. Elle ne m'a jamais interrogé sur les vies que j'avais tenté de sauver. Au lieu de cela, elle laissait son regard perçant balayer lentement mon uniforme froissé et taché de sang avec un mépris total, sa lèvre supérieure se retroussant de manière presque imperceptible. Elle avait un don pour trouver les points les plus faibles de mon armure et y enfoncer lentement une lame, s'assurant que je me sente complètement sans valeur, malgré l'uniforme que je portais chaque jour pour servir mon pays. Son manque absolu d'empathie pesait plus lourd que les marines blessées que je portais sur mon dos. La tension dans la maison a atteint son paroxysme un dimanche soir étouffant. Ma mère a posé sa délicate tasse de thé en porcelaine sur la table basse en verre avec un cliquetis sec et résonnant. Elle a croisé les jambes, a lissé la soie de son ensemble de détente de créateur, et m'a regardé comme si j'étais une tache sur son tapis coûteux. Elle a ricané, sa voix empreinte d'une supériorité venimeuse. Tu gâches ta jeunesse dans ce système, Maria. Regarde comme tu es pathétique. J'ai ravalé l'insulte brûlante et j'ai resserré ma prise sur le comptoir de la cuisine jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, refusant de la laisser me voir saigner. Puis mon père est intervenu. C'était un officier de logistique à la retraite qui masquait sa série interminable d'entreprises ratées ou une compagnie de transport en faillite, une escroquerie immobilière qui a coûté leurs économies à 3 investisseurs, et une série de dettes de jeu qu'il cachait derrière des classeurs verrouillés ou derrière une arrogance pseudo-militaire. Il a fusillé du regard Sofia, 5 ans, qui était assise tranquillement par terre, coloriant une image dans un silence absolu. Il s'est moqué bruyamment, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir avec un air de suffisance écœurante. L'armée n'a pas de place pour la faiblesse. Cette fille a besoin de discipline. Il a dit cela en pointant un doigt épais vers une enfant qui n'avait rien fait d'autre qu'exister. Il me brisait, morceau par morceau, cachant leur cruauté sociopathique sous le prétexte hypocrite d'une guidance parentale stricte. Je me suis tenu fermement entre eux et ma fille, réalisant avec une clarté glaçante que cette immense maison n'était pas un foyer. C'était une zone de guerre psychologique active. J'ai serré la mâchoire, fixant droit dans les yeux froids de mon père, me promettant silencieusement que je ne laisserais jamais leur venin infecter l'esprit pur de mon enfant. La guerre psychologique a atteint son apogée un mardi après-midi glacial. Je venais de passer 6 heures angoissantes à sauver la jambe brisée d'un jeune marine sur la table d'opération, y laissant la moindre parcelle de mes réserves physiques et mentales. J'ai franchi la porte d'entrée, désespéré de dormir quelques heures. Mon père se tenait, rigide, en haut des escaliers, les bras croisés sur sa poitrine comme un gardien de prison. Il m'a enfoncé un avis d'expulsion dactylographié directement dans la poitrine, sans un seul mot d'avertissement. 14 jours pour faire mes bagages et partir. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai plié le papier en deux et l'ai glissé dans la poche de mon uniforme, sans broncher. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang, j'ai ravalé mes larmes brûlantes et j'ai cherché désespérément une maison à louer pendant les courtes pauses chaotiques à la clinique navale. Je m'asseyais seul dans la salle de repos stérile de l'hôpital, dans ma blouse tachée de sang, faisant défiler frénétiquement d'innombrables annonces de logement sur l'écran fissuré de mon téléphone. Un appartement demandait 3 mois de loyer d'avance. Un autre exigeait une vérification de crédit qui exposerait mes économies quasi nulles. Un troisième se trouvait dans un quartier où 2 fusillades avaient été signalées ce mois-là. Ma poitrine s'est serrée tandis que le calcul brutal se révélait. Mon modeste salaire militaire ne pouvait tout simplement pas couvrir les cautions exorbitantes exigées par le monde civil. Chaque email de rejet ressemblait à un compte à rebours, nous menant à notre perte. Les murs de la maison de mes parents se refermaient, et les rues, dehors, attendaient, les bras ouverts et glaciales. L'échéance des 14 jours convenus n'était même pas atteinte, mais mes parents avaient déjà réécrit les règles. Je suis rentré chez moi au milieu d'une tempête de neige aveuglante, à minuit, après avoir survécu à une garde chirurgicale d'urgence brutale, enchaînée à la précédente.
Mes mains étaient engourdies sur le volant alors que ma berline cabossée tournait dans leur allée immaculée. La propriété était étrangement silencieuse, mais lorsque mes phares ont balayé la pelouse, mon estomac est tombé dans un puissant fond. Juste là, sous la lumière jaune vacillante du Porsche, mes cartons étaient empilés les uns sur les autres, jetés sans soin, déversant à moitié mes maigres biens personnels, mes médailles militaires et les petits vêtements d'hiver de Sofia sur le béton humide et glacial. Ils n'avaient même pas pris la peine de couvrir nos affaires du grésil qui tombait à verse. Ma décoration de la Purple Hat, encore dans son écrin de velours, gisait dans une flaque d'eau glacée, à côté de l'ours en peluche préféré de Sofia. J'ai mis la voiture en position de stationnement et j'ai sprinté sous la pluie, mes bottes de combat éclaboussant les flaques glacées. La réalité m'a écrasé les poumons quand j'ai compris qu'ils avaient intentionnellement attendu la nuit la plus froide et la plus dangereuse de l'année pour exécuter leur plan, ignorant complètement la sécurité de leur propre petite fille, juste pour satisfaire leur désir tordu de contrôle absolu. J'ai laissé tomber mes clés de voiture sur le béton mouillé et je me suis précipité vers la lourde porte en chêne du Porsche. J'ai enfoncé ma clé dans la serrure, mais elle ne tournait pas. Le pin avait été changé. J'ai martelé la porte en bois massif de mes poings, mes jointures s'écorchant à vif et saignant contre la surface gelée. Après ce qui a semblé une éternité de silence, la porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Le visage de ma mère est apparu dans l'étroite ouverture, parfaitement hydraté avec une crème de nuit coûteuse, ses cheveux coiffés en bigoudi de soie, son expression totalement dénuée de chaleur humaine. Elle ne me regardait pas avec les yeux d'une mère. Elle me regardait comme si j'étais un animal errant et malade, mendiant des restes. Elle a sifflé à travers l'ouverture, sa voix tranchant l'air hivernal comme une lame gelée. Les plans ont changé. Tu dois te débrouiller seul, maintenant. Elle n'a même pas pris la peine de me regarder dans les yeux. Son regard froid et calculateur était fermement fixé sur la rue sombre derrière moi, vérifiant qu'aucun de ses riches voisins n'assistait à cette démonstration de cruauté parentale. Derrière elle, je pouvais voir la télévision du salon scintiller avec un talk show de fin de soirée, le volume baissé. Ils regardaient la télévision pendant que leur fille et leur petite-fille étaient enfermées dehors, en pleine tempête hivernale. J'ai regardé par-dessus les pantoufles en soie de créateur de ma mère, scrutant le hall d'entrée vivement éclairé, et mon cœur s'est arrêté. Sofia était recroquevillée sur le carrelage glacial de l'entrée, ne portant qu'un mince pull en coton. Son petit corps tremblait à cause du courant d'air mordant qui s'engouffrait par la porte entr'ouverte. Le bout de ses petits doigts était bleu. Elle ne pleurait pas bruyamment. Elle pleurait en silence total, paralysée par les adultes terrifiants qui la dominaient, sa lèvre inférieure tremblant si fort que je pouvais le voir depuis le Porsche. Du fond du salon chaleureux, la voix de mon père a résonné, dégoulinant d'une arrogance écœurante qui a glacé mon sang. Il a aboyé, sans jamais prendre la peine de venir à la porte pour me faire face. C'est juste de la discipline militaire, Maria. Grandis un peu. Il se cachait derrière sa femme riche et sa philosophie tordue, laissant une fillette de maternelle terrifiée gelée sur le sol dur pendant qu'il était assis dans son fauteuil chauffant, un verre de bourbon à la main. La lourde porte en bois a claqué à mon nez. Le pin métallique a cliqué avec une finalité retentissante, coupant chaque lien de loyauté familiale auquel j'avais bêtement cru. J'étais enfermé dehors en plein hiver, trahi par les personnes mêmes qui étaient censées me protéger. Le clic métallique de cette serrure a sonné comme un coup de feu, exécutant le dernier lambeau d'amour que je leur portais. Je n'ai pas hurlé dans la nuit. Je ne suis pas tombé à genoux pour supplier une pitié qu'ils ne possédaient pas. Dans ce moment d'abandon absolu, ma formation militaire a pris le dessus sur mon cœur brisé. Je me suis agenouillé sur le béton gelé, j'ai tendu des mains tremblantes et j'ai pris ma fille grelottante dans mes bras. Son petit corps était si froid que c'était comme tenir un bloc de glace enveloppé de coton. J'ai attrapé le carton le plus lourd, trempé, contenant nos affaires essentielles, ignorant la douleur aiguë qui me lançait dans le dos épuisé. Je suis retourné à ma berline cabossée en silence total, la mâchoire si serrée que j'ai cru que mes dents allaient se briser. J'ai ouvert la portière arrière, j'ai doucement attaché Sofia dans son siège auto, et j'ai enroulé ma lourde veste isolante de la Navy autour de ses épaules tremblantes. Elle m'a regardé avec de grands yeux terrifiés et a murmuré si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, demandant si mamie était en colère contre elle. J'ai ravalé la lame de rasoir logée dans ma gorge et je lui ai dit que non, que mamie était juste confuse, et que nous partions à l'aventure. J'ai verrouillé les 4 portes, je suis monté à la place du conducteur, et j'ai démarré le moteur qui peinait, poussant le chauffage au maximum. J'ai fixé la lumière éclatante du Porsche de la maison de mon enfance à travers le pare-brise strié de pluie, jurant que j'endurerais n'importe quelle torture nécessaire pour protéger mon enfant,
et que je ne permettrai plus jamais à ces deux monstres de toucher nos vies. J'ai passé la première et je me suis éloigné du trottoir, nous conduisant tout droit dans l'abîme terrifiant du sans-abrisme total. Les semaines suivantes se sont transformées en une guerre urbaine incessante pour la survie la plus élémentaire. J'ai épuisé mes dernières économies dans des motels de bord de route bon marché, infestés de cafards, essayant de maintenir l'impossible façade d'une vie normale pour ma fille. Quand l'argent s'est tari, ma berline cabossée est devenue notre seule maison permanente. Je me garais sous des lampadaires faibles et vacillants, dans des parkings commerciaux vides, m'assurant toujours d'une voie de sortie dégagée en cas de danger soudain. Chaque nuit, j'enveloppais Sophia dans ma lourde veste de la Navy, inclinant le siège passager pour en faire un lit de fortune. Je restais assise, rigide, au volant pendant des heures, regardant sa petite respiration formée de la buée dans l'air non chauffé, montant la garde contre les ombres de la ville dangereuse. Je rationnais la nourriture en conserve bon marché, m'assurant que Sophia mangeait chaque bouchée, tandis que je survivais au café noir et à l'adrénaline. Certaines nuits, la température chutait si bas que du givre se formait à l'intérieur du pare-brise, et je démarrais le moteur toutes les 45 minutes pour faire tourner le chauffage pendant 10 minutes, avant de l'éteindre à nouveau pour économiser l'essence. Mes bottes de combat semblaient plus lourdes chaque matin quand je sortais à l'aube, étirant mes muscles endoloris et essuyant la condensation de mon uniforme, avant d'afficher un visage courageux pour ma fille. À l'hôpital, je suturais des blessures, administrais des médicaments et souriais à mes camarades soldats, masquant complètement les ruines de ma vie personnelle. Davis, l'infirmier qui m'apportait toujours du café, m'a surprise une fois en train de me laver le visage dans les toilettes de l'hôpital, à 4 heures du matin. Il a regardé mes yeux injectés de sang et n'a rien dit. Il a juste laissé un sac en papier brun avec 2 sandwichs et une pomme sur mon casier. C'est la différence entre la famille avec qui l'on saigne, et la famille qui vous fait saigner. Le point de rupture est arrivé un mardi après-midi, avec un appel téléphonique qui a failli me tuer. L'institutrice de maternelle de Sophia a appelé l'hôpital naval et a demandé à me parler, d'un ton prudent et mesuré que j'ai immédiatement reconnu comme la voix de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle. J'ai pressé le téléphone en plastique contre mon oreille, portant encore des gants chirurgicaux, tachés du sang d'un inconnu. L'institutrice m'a dit doucement que Sophia cachait régulièrement des craquelins rassis à moitié mangés au fond des poches de sa veste, accumulant obsessionnellement des restes de nourriture pendant le déjeuner, comme si elle ne savait pas quand viendrait son prochain repas. Pire encore, ma fille sanglotait de manière hystérique, complètement inconsolable, chaque fois qu'un enfant ou un adulte mentionnait simplement le mot « maison ». Les bruits de la salle d'opération se sont tus. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Ma belle et innocente fille développait un grave traumatisme psychologique et des comportements de thésaurisation, à cause de la cruauté de mes parents. Ils ne nous avaient pas seulement mis à la porte. Ils détruisaient systématiquement la santé mentale d'une enfant de 5 ans sans défense. J'ai raccroché et j'ai appuyé mon dos contre le mur carrelé et froid du couloir de l'hôpital. Ma vision s'est brouillée de larmes chaudes et rageuses, que j'ai refusé farouchement de laisser couler. Une infirmière qui passait m'a demandé si tout allait bien. J'ai redressé ma colonne vertébrale, j'ai forcé un hochement de tête, et je suis entré dans la salle de traumatologie suivante pour sauver la vie d'un autre inconnu. Pendant que l'esprit de ma propre fille se fracturait, mon endurance militaire obstinée ne protégeait plus Sophia. Elle lui faisait du mal. Je devais ravaler ma fierté et chercher de l'aide, peu importe le coût pour mon ego. Je me suis assise seule dans le vestiaire stérile de l'hôpital, fixant mon insigne militaire dans le miroir maculé. J'avais survécu à des zones de combat dangereuses, mais j'avais échoué à protéger ma propre chair et mon propre sang de la cruauté domestique. Mon doigt avait survolé le nom de ma grand-mère sur l'écran fissuré de mon téléphone une centaine de fois, mais mon pouce n'avait jamais appuyé sur « Appeler ». La raison était une peur paralysante, profondément enracinée. Depuis que j'étais petite, ma mère manipulatrice m'avait lavé le cerveau avec un récit terrifiant. Elle me disait constamment, avec la cruauté désinvolte d'une femme taillant des roses, que ma grand-mère méprise les faibles. Qu'elle ne pardonne jamais les échecs, et qu'elle écrasera quiconque montre de la vulnérabilité. Elle s'asseyait à la table du dîner et me racontait des histoires sur des partenaires commerciaux que Victoria aurait soi-disant détruits pour des erreurs mineures. Elle décrivait ma grand-mère comme une machine froide et sans cœur, qui ne valorisait que la perfection. J'étais terrifié à l'idée que si Victoria me voyait vivre dans une voiture, elle me regarderait avec dégoût, ou pire, qu'elle utiliserait ses milliards pour me retirer la garde de Sophia, me jugeant comme une mère inapte qui ne pouvait même pas fournir un toit. Mais apprendre que ma fille accumulait de la nourriture a complètement brisé cette hésitation.
Le lavage de cerveau s'est fissuré comme du verre bon marché. Je devais ravaler ma fierté. J'ai pris ma veste, mes clés, et nous ai conduites au centre de soutien familial pour vétérans sans abri. Chaque kilomètre parcouru vers ce refuge ressemblait à l'aveu de mon échec ultime. L'angoisse d'être étiqueté comme une mère inapte me tordait l'estomac vide, menaçant de me faire m'arrêter et faire demi-tour. Mais un coup d'œil à Sophia dans le rétroviseur, ses petits doigts enroulés autour d'un craquelin rassis qu'elle avait caché dans la poche de son manteau, a durci ma résolution en un acier indestructible. J'ai franchi les portes coulissantes automatiques en verre du centre d'assistance, tenant la petite main tremblante de Sophia dans la mienne. Elle a regardé la salle d'attente bondée et chaotique avec de grands yeux effrayés. Des hommes en vestes militaires usées étaient affalés sur des chaises en plastique. Une femme avec 2 bambins remplissait des papiers au comptoir, les mains tremblantes. Je me suis agenouillé à la hauteur de Sophia, lui ai caressé doucement les cheveux et lui ai chuchoté que nous étions en mission militaire secrète, pour apaiser sa panique grandissante. Un sourire fatigué a vacillé sur son visage, et elle a hoché la tête courageusement, serrant ma main plus fort. La réceptionniste, épuisée mais gentille, a regardé mon uniforme impeccable, puis nos bagages abîmés, avec un air de profonde pitié qui m'a brûlé les joues de honte. Elle avait déjà vu ça. Une soldate qui sauvait des vies pour gagner la sienne, faisant la queue dans une œuvre de charité, parce que les gens qui étaient censés l'aimer avaient choisi l'argent à la place. J'ai pris le stylo en plastique bon marché attaché au presse-papier. Ma main tremblait violemment alors que je remplissais la demande de logement d'urgence et de bons alimentaires. J'avalais chaque once de ma fierté durement gagnée dans la Navy, m'enregistrant comme un cas de charité sans abri, juste pour assurer un lit chaud à mon enfant traumatisé. Le grattement du stylo sur le papier bon marché résonnait dans mes oreilles comme un verdict. Quand j'ai coché la case nous désignant comme vivant actuellement dans un véhicule, une seule larme s'est échappée et est tombée sur le formulaire, brouillant l'encre bleue. Je l'ai essuyé et j'ai refermé mes émotions dans leur coffre-fort. J'ai tendu le presse-papier à la réceptionniste, inscrivant explicitement Victoria Sterling comme notre contact d'urgence obligatoire, sachant que le système du refuge l'avertirait automatiquement. Cela a marqué le point le plus bas, le plus humiliant de toute mon existence. Le souvenir amer de cette demande au refuge s'est estompé comme de la fumée, ramenant ma conscience sur le trottoir en béton glacial, à 5h45 ce matin. Le vent d'hiver nous fouettait, mais ma grand-mère Victoria se tenait parfaitement immobile, sa silhouette imposante bloquant le courant d'air glacial pour qu'il n'atteigne pas ma fille grelottante. Sophia, sentant le changement massif dans l'atmosphère, a tiré nerveusement sur le bas de mon pantalon d'uniforme froissé. Elle a levé les yeux vers son arrière-grand-mère imposante avec de grands yeux confus et pleins d'espoir. Elle a demandé doucement, sa voix innocente tremblant dans l'aube silencieuse, « Maman, est-ce qu'on a une maison ?» Cette seule question a agi comme un détonateur. L'air autour de nous a chuté à zéro absolu. La profonde tragédie d'une enfant de 5 ans demandant si elle possédait le droit humain fondamental à un abri a frappé Victoria avec la force d'un coup physique. Sa posture s'est raidie, ses épaules se sont carrées comme celles d'un général se préparant à une guerre totale. Ses doigts manucurés se sont lentement refermés en un point à son côté. J'ai regardé, stupéfaite, la matriarche milliardaire absorber toute la réalité de notre situation. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas offert de condoléances vides. La fureur légendaire de la famille Sterling a été allumée par la voix innocente et tremblante de mon enfant profondément traumatisé, changeant toute la dynamique de pouvoir de notre famille fracturée en quelques secondes. Victoria n'a pas offert d'étreinte ni prononcé une seule excuse générique. Son visage au contour net s'est durci en une expression de pure menace, un regard qui avait historiquement fait trembler les dirigeants de Wall Street. Elle m'a regardé, son regard balayant mon uniforme taché, puis a déplacé ses yeux vers la façade déprimante du refuge pour sans-abri derrière nous. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle a commandé, sa voix tranchant la brume matinale comme une balle précisément tirée, « Montez ». Ce n'était pas une demande grand-maternelle. C'était une directive militaire. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé nos sacs de sport usés et j'ai obéi rapidement, attachant une Sophia déconcertée sur le siège en cuir chauffant du SUV blindé. Le contraste entre les rues glaciales où nous avions survécu et la forteresse isolée de son véhicule était saisissant. Je me suis glissé sur la banquette arrière, à côté de ma fille, mon cœur battant contre mes côtes. Pour la première fois en 8 mois angoissants, le poids écrasant de la survie a été levé de mes épaules épuisées. Victoria ne nous sauvait pas seulement du froid. Elle se préparait à mener une guerre contre quiconque nous y avait mise. Les portes pare-balles du SUV ont claqué,
nous enfermant dans un vide de silence tendu et pressurisé. Victoria n'a pas perdu un instant en réconfort. Elle a sorti son smartphone sécurisé et a composé le numéro de David Vance, son avocat personnel impitoyable, qui gérait toutes ses exécutions d'entreprise. Son ton était calme, complètement dépourvu de sentimentalité. Elle a ordonné sèchement, ses mots frappant comme des coups physiques dans la cabine silencieuse, vérifiez immédiatement tous les registres immobiliers à Oakwood Avenue. Je veux savoir qui détient les clés, qui y vit, et surtout, quel compte en banque avale l'argent du loyer chaque mois. Elle a mis fin à l'appel d'un simple tapotement de son doigt manucuré, avant même que David puisse confirmer. Les instructions spécifiques flottaient lourdement dans l'air chaud. Elle s'est tournée lentement, ses yeux glacials se fixant sur les miens à travers le rétroviseur. Elle n'a pas dit un mot de plus. Son silence communiquait tout. Elle était déjà en train de reconstituer le puzzle, de suivre le flux invisible d'argent qui avait financé le style de vie de mes parents, tout en forçant son arrière-petite-fille à dormir dans une berline gelée. La magnate de l'entreprise était en chasse, et elle voulait du sang. Je suis resté figé sur la luxueuse banquette arrière, mon esprit s'emballant pour traiter cette information dévastatrice. L'argent du loyer. Oakwood Avenue. Ma poitrine s'est serrée si violemment que je ne pouvais plus respirer. Les pièces fragmentées et confuses des 8 derniers mois se sont soudainement emboîtées en une image d'une clarté cristalline, qui a fait voler en éclats toute ma réalité. Mes parents ne m'avaient pas mis à la porte pour m'enseigner la discipline ou l'amour vache. Ils avaient volé une maison d'1 million de dollars qui m'était destinée, m'avaient jeté dans la rue glaciale, et avaient empoché l'argent exorbitant du loyer pour financer leur gala de charité bidon et leurs vêtements de créateurs. Chaque dîner de collecte de fonds, chaque nouvelle robe que ma mère portait, chaque bouteille de vin coûteux qu'elle débouchait, était achetée avec de l'argent qui aurait dû garder un toit au-dessus de la tête de ma fille. J'ai regardé fixement par la fenêtre teintée, observant les rues sombres de la ville défiler. La profonde tristesse persistante et le désir désespéré de l'affection de mes parents, que j'avais nourri pendant des années, se sont vaporisés en une rage pure, concentrée et glaciale. J'avais passé d'innombrables nuits à pleurer dans ma voiture, me reprochant d'avoir échoué en tant que fille et en tant que mère, tandis que les 2 personnes qui m'avaient élevé se prélassaient dans la sécurité financière volée de leur propre petite fille. J'ai serré les mains en poing sur mes genoux, ma formation de la Navy prenant le dessus alors que la vérité se cristallisait enfin. Je n'avais pas été abandonné. J'avais été volé, par mon propre sang. Chaque once de pitié dans mon âme s'est évaporée. Si vous avez déjà ressenti la trahison écrasante de découvrir que votre propre famille a comploté contre vous pour de l'argent, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Partagez votre histoire de survie dans les commentaires ci-dessous, car c'est en exposant leurs mensonges que nous reprenons notre pouvoir. 15 minutes plus tard, le SUV blindé s'est garé dans le parking souterrain sécurisé d'un café exclusif et ultra discret de la haute société. Victoria est entrée d'un pas déterminé, a commandé un simple thé noir, et s'est assise à une table isolée en acajou, dans un coin VIP insonorisé. Sa posture était rigide, son visage un masque impénétrable de guerre d'entreprise. Je me suis assise en face d'elle, gardant un bras protecteur autour de Sophia, qui mangeait joyeusement une pâtisserie chaude, complètement inconsciente de la guerre psychologique sur le point de commencer. Victoria a placé son smartphone crypté au centre exact de la table polie et a appuyé sur le bouton du haut-parleur. Sans me regarder, elle a composé le numéro personnel de ma mère. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes alors que la sonnerie électronique résonnait dans la pièce silencieuse. Elle a sonné 2 fois avant de se connecter. L'anticipation d'entendre la voix de ma tortionnaire, après avoir survécu à l'enfer auquel elle m'avait condamné, me tordait l'estomac d'un mélange toxique d'anxiété et de haine bouillonnante. Victoria a levé un seul doigt manucuré, m'ordonnant un silence absolu. Elle préparait le terrain pour un interrogatoire à haut risque, donnant à ma mère assez de cordes pour se pendre avec ses propres mensonges. La voix de ma mère a jailli du haut-parleur, enjouée. « Très chère mère, quelle merveilleuse surprise. Comment vas-tu » C'était sa signature, sa tonalité de gala de charité bidon, savamment travaillée, dégoulinant d'une douceur artificielle qui me donnait la chair de poule. La même voix mélodieuse et parfaitement modulée qu'elle utilisait pour charmer de riches donateurs politiques et manipuler de naïfs journalistes mondains. Victoria n'a pas réagi à cet enthousiasme écœurant de fausseté. Elle a pris une lente et délibérée gorgée de son thé noir fumant, maintenant une expression de neutralité absolue. Elle a demandé nonchalamment, sa voix dénuée de suspicion, tandis que ses yeux vifs se fixaient sur les miens à travers la table, « Comment va Maria ?» Je ne l'ai pas vue depuis un moment. L'audace de la mise en scène était à couper le souffle.
Victoria jouait le rôle de la matriarche distante et mal informée, offrant à ma mère l'occasion en or d'avouer, ou de s'enfoncer davantage dans sa tromperie. Je suis resté paralysé, grinçant des dents si fort que ma mâchoire me faisait mal. Quelques heures plus tôt, je gelais dans un refuge pour sans-abri, terrifié que Sophia subisse des dommages permanents à cause du froid. Maintenant, j'étais forcé d'écouter l'architecte même de ma souffrance se faire passer pour une fille aimante et dévouée, auprès de la grand-mère qu'elle fraudait activement. Le choc psychologique attestait les limites absolues de ma discipline militaire. J'ai serré les poings sous la table si fort que mes avant-bras me faisaient mal. Sans une microseconde d'hésitation, ni le moindre tremblement de culpabilité, ma mère a tissé une toile de mensonges sans faille. Maria va merveilleusement bien à Oakwood Avenue, mère. Elle adore la maison. Tu la connais. Elle est très indépendante et ne veut pas te déranger, mais tout est parfait. Mon sang s'est transformé en acide bouillonnant. J'ai fixé l'écran lumineux du téléphone, mes ongles s'enfonçant si profondément dans mes paumes que du sang chaud a perlé contre ma peau, coulant silencieusement sur la table en acajou. Le mal nécessaire pour prononcer ces mots joyeux, tout en sachant que sa petite fille de 5 ans avait eu faim dans une voiture gelée, dépassait l'entendement humain. Elle peignait un chef-d'œuvre fictif de ma vie, utilisant de l'argent de loyer volé pour financer ses illusions, pendant que j'avais mendié des bons alimentaires du gouvernement pour maintenir Sophia en vie. Ma poitrine se soulevait de rage contenue, chaque muscle de mon corps entraîné au combat me hurlant de saisir le téléphone et de crier la vérité dans le haut-parleur. Mais je suis restée silencieuse, honorant l'ordre de Victoria, endurant la torture atroce d'écouter le monstre qui a détruit ma vie se vanter de mon bonheur fabriqué, pour protéger sa richesse volée. Je me suis concentré sur mes mains en sang pour maîtriser la colère qui montait en moi. La douleur dans mes paumes n'était rien comparée à la douleur d'entendre ma propre mère vendre un beau conte de fées, pendant que sa petite fille apprenait à accumuler des craquelins dans son manteau. Elle était impardonnable. Je savais que je ne pourrais jamais lui pardonner. La femme qui prononçait joyeusement ces mots mielleux était le même monstre qui avait jeté une enfant de 5 ans terrifiée sur du béton gelé, sans une seconde de réflexion. Le visage de Victoria est resté une forteresse de pierre impénétrable alors qu'elle tendait la main et appuyait sur le bouton rouge, coupant net l'appel, sans un mot d'adieu. Elle n'a pas sourcillé aux petites gouttes de sang frais qui perlaient de mes poings serrés sur sa table immaculée. Elle s'est penchée en avant, joignant lentement ses mains, son regard perçant tranchant à travers mes dernières défenses. Elle a déclaré, sa voix baissant à un registre qui promettait une destruction totale, « Ta mère ne se trompe pas. Elle ment comme une arracheuse de dents, et cela confirme toutes mes suspicions. » Elle n'était pas seulement en colère. Elle calculait la trajectoire exacte de sa frappe aérienne imminente, contre sa propre fille. J'ai attrapé une épaisse serviette en lin sur la table et j'ai essuyé le sang qui maculait mes paumes douloureuses, ma concentration dispersée se remettant entièrement en place. Le sortilège paralysant d'un amour familial désespéré et non partagé, qui m'avait lié pendant 28 ans, a été brisé de façon permanente dans ce café tranquille. J'ai regardé ma grand-mère, mes propres yeux se durcissant pour correspondre à sa résolution glaciale. Nous n'étions plus des membres de la famille naviguant dans un malentendu. Nous étions 2 généraux, se préparant à anéantir un ennemi commun. La guerre à venir se mènerait avec des dossiers financiers, des manœuvres juridiques, et la vérité publique, dévastatrice et sans phare. 4 jours avant le gala de charité très médiatisé de mes parents, le gala de la famille Garcia, Victoria a lancé la première phase de sa contre-attaque. Elle nous a relogés, Sophia et moi, du refuge pour sans-abri directement dans une suite royale immense et sécurisée, dans l'hôtel 5 étoiles le plus exclusif de la ville. L'immense Penthouse, avec ses vues panoramiques sur la ligne d'horizon scintillante, a servi de centre de commandement tactique. Victoria était assise en bout de la table à manger poli, tandis que David Vance, son avocat personnel intensément concentré, disposait méthodiquement d'épais dossiers financiers, lourdement expurgés, sur la surface en verre. L'atmosphère crépitait d'une énergie dangereuse et contenue. Victoria a déclaré, sa voix lourde d'une intention létale et impitoyable qui m'a fait frissonner, « J'ai eu tort de leur faire confiance, mais je vais réparer cette erreur. » Elle a tendu la main à travers la table et m'a donné un épais dossier manille, rempli de preuves indéniables de leur trahison. Les jours où je pleurais dans une voiture gelée, paralysé par la peur et la honte, étaient officiellement terminés. Sous la présence imposante de Victoria, je me transformais d'une victime impuissante en une exécutrice lourdement armée. J'ai ouvert le dossier, ma formation militaire s'activant alors que je me préparais à analyser les mouvements de l'ennemi et à absorber les dimensions exactes de la trahison de mes parents. J'ai passé mes doigts sur l'épaisse pile de documents juridiquement contraignants,
réalisant que chaque page représentait un mensonge que mes parents avaient raconté au monde. Le volume de leur tromperie organisée était stupéfiant, prouvant que leur cruauté n'était pas une erreur soudaine, mais une opération financière froidement calculée, conçue pour me dépouiller de mon avenir. David Vance s'est levé, a ajusté sa cravate coûteuse, et a commencé à me présenter les dossiers accablants comme un officier du renseignement militaire brieferait un commandant. La maison d'Oakwood Avenue était un magnifique cadeau de bienvenue d'1 million de dollars que Victoria avait secrètement acheté pour moi, remettant les clés et l'acte de propriété à mes parents pour qu'ils préparent la propriété à mon retour de déploiement. Au lieu de m'accueillir, ils ont enterré les papiers de la propriété, ont falsifié ma signature sur plusieurs documents juridiques, et ont loué l'immense propriété à un riche et ignorant cadre de la tech pour près de 8 000 dollars par mois. Ils ont ensuite détourné chaque centime de ce loyer exorbitant directement vers leurs comptes offshore, pour financer leur style de vie creux et couvrir les énormes dettes de jeu cachées de mon père. J'ai feuilleté les relevés bancaires surlignés, ma respiration lente, tactique, et entièrement détachée de l'horreur émotionnelle de ce que je lisais. J'ai suivi les dates spécifiques documentées, où des dépôts massifs ont atteint leur compte. Le 14 octobre, c'était la nuit où j'ai dormi sur le parking d'une station-service, parce que le motel n'avait pas de chambre libre. Le 2 novembre, c'était le matin où l'institutrice de Sofia a appelé au sujet de l'accumulation de nourriture. Le 10 décembre, c'était la nuit où ils ont changé les serrures. À ces mêmes dates, des paiements de loyer massifs affluaient sur leur compte, pendant que je mendiais des chambres de motel bon marché et que je rationnais des craquelins rassis pour ma fille traumatisée. L'ampleur de leur cupidité était écœurante. Ils avaient monétisé mon sans-abrisme, transformant ma souffrance en leur distributeur de billets personnels. J'ai refermé le lourd dossier d'un claquement sec et retentissant. Ma mâchoire était si serrée qu'elle me faisait mal. Je n'ai pas versé une seule larme. Mon cœur s'était calcifié en pierre, ne laissant de place qu'à un désir brûlant de rétribution totale. J'ai levé les yeux vers David, mon regard dépourvu de toute chaleur restante, et je lui ai fait un seul hochement de tête sec. J'avais compris la mission. L'ennemi avait surjoué sa main, laissant une énorme trace écrite de sa propre destruction. L'autopsie financière terminée, Victoria a plongé la main dans son blazer de créateur et a fait glisser une lourde carte de crédit en platine massif sur la table en verre. Elle s'est arrêtée juste devant mes mains. Elle m'a donné l'ordre direct et non négociable de quitter l'hôtel et d'acheter un costume sur mesure pour le gala à venir. Instinctivement, j'ai tendu la main vers mon uniforme de cérémonie de la Navy, soigneusement plié, posé sur le fauteuil voisin. Je voulais me cacher derrière les médailles honorables et l'armure protectrice de l'institution militaire que j'avais servi fidèlement. Mais Victoria a bougé avec une vitesse étonnante, sa main jaillissant pour arrêter mon bras en plein vol. Sa prise était étonnamment forte, ses yeux brûlant d'un feu intense. Elle a ordonné fermement, sa voix ne laissant aucune place au débat, « Tu n'as pas besoin de porter un uniforme pour leur prouver ta force. Tu as juste besoin de ta dignité. Entre là-dedans comme une reine qui réclame sa couronne. » Ces mots m'ont frappé profondément, brisant les derniers vestiges de mon insécurité d'enfant. J'ai lentement retiré ma main de mon uniforme, réalisant qu'elle avait raison. Se cacher derrière la Navy était une manœuvre défensive. Entrer dans cette salle de bal en tant que Maria Garcia, une femme résiliente qui s'était faite seule, était une frappe offensive qui couperait bien plus profondément. J'ai pris la lourde carte en platine, le métal froid calmant mes pensées agitées, et j'ai fait à ma grand-mère un hochement de tête sec en signe de conformité. J'ai accepté silencieusement la responsabilité monumentale de détruire le faux empire de mes parents, de mes propres mains. Plus tard ce soir-là, après une séance d'essayage exténuante dans la boutique la plus exclusive de la ville, je me tenais devant l'immense miroir du sol au plafond, dans la chambre principale de la suite royale. Le reflet qui me regardait était presque méconnaissable. Fini les couches froissées et désespérées d'une mère sans abri terrifiée, mendiant les restes du gouvernement. Je portais un costume de créateur gris anthracite, taillé au rasoir, qui épousait ma silhouette athlétique avec une précision létale. Ma posture était droite, militaire, les épaules en arrière, la mâchoire serrée comme du granit sculpté. J'ai fixé mes propres yeux sombres, et j'ai réalisé que je n'étais plus une fille abandonnée, mal aimée, aspirant à l'affection toxique de mes parents. Les épreuves angoissantes des 8 derniers mois avaient brûlé toutes mes vulnérabilités civiles, me forgeant en une arme de volonté indestructible. J'étais une infirmière de combat entraînée, me préparant à entrer directement dans une zone de frappe ennemie, densément peuplée. Armé de la vérité indéniable et du soutien financier d'une milliardaire impitoyable, j'ai vérifié mes poignets impeccables, m'assurant que chaque détail était parfaitement exécuté.
Le gala à venir n'était pas une fête. C'était la chambre d'exécution d'Elena et Richard Garcia. J'ai pris une dernière profonde respiration tactique, embrassant pleinement la personnalité glaciale que je devais adopter. Les lourdes chaînes de leur manipulation de toute une vie étaient définitivement brisées, me laissant libre de frapper sans hésitation. Je me suis détourné du miroir, mes chaussures polies claquant sèchement sur le parquet, marchant vers la bataille finale de ma vie. Le gala de charité de la famille Garcia battait son plein, extravagant, au centre de la salle de bal la plus opulente de l'hôtel de la ville, une démonstration écœurante de richesses volées, entièrement financée par les millions qu'ils avaient détournés de la propriété destinée à ma fille innocente. Victoria était déjà arrivée par une entrée privée discrète et avait installé Sofia dans une suite VIP fortement gardée à l'étage, entourée de ses collations préférées et de 4 agents de sécurité armés. Savoir ma fille en sécurité, et entièrement hors de la ligne de feu, m'a donné la tranquillité d'esprit inébranlable dont j'avais besoin pour exécuter ma mission. Je me tenais seul dans le couloir faiblement éclairé, à l'extérieur des immenses portes doubles sculptées de la grande salle. J'ai ajusté une dernière fois les poignets impeccables de mon costume sur mesure, sentant le tissu lourd se poser sur mes épaules comme une armure moderne. Les sons étouffés d'un quatuor à cordes classique en direct parvenaient à travers le bois épais, ponctués par les rires odieux et retentissants des élites de la haute société, inconscientes de tout. J'ai fermé les yeux une seule seconde, j'ai pris une profonde respiration tactique pour centrer mon cœur qui s'emballait, et j'ai verrouillé chaque dernière once d'anxiété civile persistante. Je n'étais pas seulement une fille qui s'incrustait à la fête de ses parents. J'étais le signe avant-coureur de leur destruction. J'ai posé les 2 mains à plat sur les poignets en laiton poli, me préparant à percer le périmètre ennemi fortifié. Le temps de se cacher était révolu. Il était temps d'appuyer sur la détente. J'ai poussé les lourdes portes en acajou avec assez de force pour qu'elles claquent contre les murs intérieurs, commandant instantanément l'attention de chaque personne dans la salle scintillante. La musique classique entraînante a semblé s'étouffer dans ses propres notes. Les rires tonitruants de la foule riche se sont tus instantanément, remplacés par un silence suffocant. J'ai marché directement dans la lumière aveuglante des lustres en cristal. Je n'ai pas pressé le pas. Je n'ai pas baissé le regard vers le sol poli, comme la fille soumise et brisée qu'il s'attendait à ce que je sois. Mes yeux sombres se sont immédiatement fixés sur le centre de la salle bondée. Ma mère, drapée dans une coûteuse robe de soirée scintillante, au ton de pierres précieuses, achetée avec mon loyer volé, s'est figée au milieu d'un rire. Le verre de vin en cristal dans sa main manucurée a dangereusement penché, menaçant de renverser du liquide rouge foncé sur sa façade soigneusement entretenue. Son sourire de photographe s'est fracturé, remplacé par un air de pure terreur alors qu'elle reconnaissait la femme puissante qui se tenait à l'entrée. Je n'ai pas rompu le contact visuel une seule seconde. Je l'ai laissé absorber pleinement la réalité dévastatrice, l'infirmière de combat épuisée, sans abri et brisée qu'elle avait jetée dans la rue glaciale était de retour. Et je n'étais pas revenu pour mendier les miettes toxiques de son affection. J'étais revenu avec le seul but de réduire en cendres son empire volé. Toute la salle de bal retenait son souffle. Elle était piégée. Mon père se tenait juste à côté d'elle, se vantant bruyamment de son expérience fictive en logistique militaire auprès d'un riche et ignorant sénateur d'État. Il a remarqué le silence terrifiant qui se propageait dans la salle et s'est lentement retourné. À la seconde où ses yeux se sont posés sur ma silhouette imposante et sur mesure, chaque goutte de couleur a quitté son visage, le laissant ressembler à un cadavre fraîchement embaumé. La bravade pseudo-militaire arrogante qu'il portait toujours comme un costume bon marché s'est évaporée dans les airs. J'ai commencé à marcher en avant, traçant un chemin droit et inflexible, directement à travers la mer de monde infortuné qui s'écartait. Mes talons en cuir poli claquaient sèchement et rythmiquement contre le sol en marbre immaculé, résonnant dans la pièce silencieuse avec la cadence terrifiante d'un tambour militaire se préparant à une exécution. Je ne leur ai pas crié dessus. Je n'ai pas versé une seule larme. Je les ai fixés tous les deux avec des yeux qui semblaient des abîmes gelés, complètement dépourvus de toute empathie ou chaleur familiale restante. La pression psychologique que je dégageais était plus dévastatrice que n'importe quelle arme physique. Je les forçais à rester paralysés sous les projecteurs aveuglants de leur propre gala, incapables d'échapper à la conséquence imminente de leur cupidité. Chaque pas que je faisais vers eux écrasait une autre pièce du fragile mensonge qu'ils avaient passé 8 mois à construire. Les invités fortunés chuchotaient nerveusement entre eux, sentant la destruction imminente de l'image publique soigneusement élaborée de la famille Garcia. J'étais un prédateur, acculant ma proie. La pression invisible dans la salle de bal est devenue suffocante.
Je suis resté immobile, observant avec une satisfaction intense et détaché une grosse perle de sueur froide se former sur le front de mon père, coulant lentement le long de sa tempe pâle. Sa bouche s'ouvrait et se fermait à plusieurs reprises, comme un poisson qui suffoque, complètement incapable de formuler une seule excuse cohérente. La main manucurée de ma mère tremblait si violemment que le vin rouge foncé a finalement débordé du bord de son verre en cristal, tachant de façon permanente la nappe blanche immaculée et ruinant complètement sa présentation parfaite. Je me suis arrêté à exactement 3 mètres d'eux, me tenant au garde à vous. Je les ai enfermés tous les deux dans une ligne de mire silencieuse et inéluctable, les paralysant par la seule force de ma présence inflexible, avant même que le marteau ne tombe officiellement. Ils étaient piégés dans un cauchemar de leur propre fabrication, incapables de fuir, de se cacher, de déployer leur tactique de manipulation habituelle devant 300 témoins de l'élite. Le silence terrifiant s'est prolongé, une torture psychologique angoissante conçue pour briser leur esprit, avant même que Victoria n'entre dans la pièce. Je n'ai pas eu besoin de prononcer un seul mot pour dominer le champ de bataille. Ma silencieuse et imposante existence était une déclaration de guerre totale dévastatrice. J'ai regardé leur façade arrogante s'effondrer en poussière, savourant chaque seconde de leur terreur bien méritée. Ils savaient que c'était fini. Le piège s'était refermé. La tension suffocante a violemment éclaté lorsque les immenses portes principales de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes en grand, heurtant les murs avec un fracas assourdissant. Victoria Sterling, la matriarche incontestée du conglomérat d'1 milliard de dollars, a fait son entrée dans la pièce, étroitement flanquée de son avocat personnel impitoyable, David Vance. Elle ne ressemblait pas à une grand-mère fragile. Elle ressemblait à une divinité en colère, descendant pour rendre son jugement sur les méchants. Sans prononcer un seul mot de salutation à la foule horrifiée qui chuchotait, David s'est déplacé avec une efficacité étudiée. Il a bousculé un serveur stupéfait, branchant son ordinateur portable sécurisé directement sur l'immense écran de présentation LED de la salle, qui avait été installé pour leur fausse vente aux enchères caritatives. L'écran s'est allumé, et la première diapositive classifiée a illuminé toute la pièce sombre d'une vérité aveuglante et indéniable. C'était l'acte de propriété officiel et juridiquement contraignant de la vaste propriété d'Oakwood Avenue, clairement et définitivement enregistrée à mon nom complet, Maria Garcia. La preuve physique de la générosité de Victoria et du vol de mes parents était magnifiée sur 6 mètres de haut, pour que chacun de leurs amis riches, alliés politiques et partenaires commerciaux en soit témoin. L'illusion soigneusement construite que mes parents étaient de généreux et riches philanthropes s'est brisée en un instant. Ils n'étaient rien de plus que de vulgaires voleurs qui avaient volé leur propre enfant traumatisé, et Victoria exposait leurs crimes au monde entier. L'atmosphère soignée du gala s'est dissoute en une salle d'audience chaotique, avec Victoria servant de juge, de jury et de bourreau ultime. Un halètement de choc collectif et bruyant a traversé la foule d'élite lorsque David Vance est passé à la diapositive suivante. Elle affichait un contrat de location hautement illégal et frauduleux, contenant ma signature complètement falsifiée, officiellement notariée par ma propre mère. Puis David a porté le coup fatal. Des relevés bancaires lourdement surlignés, prouvant que des dizaines de milliers de dollars de loyers volés avaient afflué directement sur les comptes offshore de mes parents au cours des 8 derniers mois. La chronologie de leur richesse soudaine correspondait parfaitement à la période la plus sombre de ma survie en tant que sans-abri. Mon père, sentant la destruction totale de son statut social et de son avenir financier, a complètement paniqué. Il s'est jeté vers l'avant de la scène, hurlant frénétiquement à la foule qui chuchotait, « C'est de la diffamation. C'est une affaire de famille interne. Vous ne pouvez pas projeter des documents privés. » Sa voix s'est brisée, complètement dépourvue de la discipline pseudo-militaire qu'il prêchait constamment. Il a tendu la main désespérément pour débrancher l'ordinateur portable, mais David Vance s'est interposé en douceur, lui barrant le chemin avec la confiance terrifiante d'un homme détenant toutes les cartes gagnantes. Les gestes désespérés et agités de mon père n'ont fait que confirmer sa culpabilité absolue à l'auditoire horrifié. Il n'était pas un patriarche fort et discipliné. C'était un escroc terrifié, acculé par un prédateur beaucoup plus grand et bien plus dangereux, incapable de défendre ses actions impardonnables. La salle entière a regardé en silence, stupéfaite, le faux philanthrope être brutalement démasqué comme un lâche voleur désespéré. Réalisant que leur arnaque lucrative était définitivement détruite, ma mère s'est effondrée lourdement à genoux, sa coûteuse robe de créateur sur mesure s'étalant autour d'elle sur le sol en marbre froid. Elle a abandonné son personnage arrogant de la haute société, sanglotant complètement, de vraies larmes désespérées, alors qu'elle essayait de sauver l'insauvable. Elle a gémi, sa voix résonnant de manière stridente dans la salle de bal silencieuse, « Mère, s'il te plaît, j'ai juste emprunté l'argent temporairement,
pour payer les énormes dettes commerciales de Richard. Je jure sur ma vie que je rembourserai chaque centime. Victoria est restée parfaitement immobile, regardant sa propre fille en pleurs avec un air de dégoût absolu et pur, qui a glacé toute la pièce. Elle n'a pas offert la moindre sympathie maternelle. Elle a déclaré fort, sa voix tonnant avec une autorité terrifiante et indéniable, « Tu as jeté une enfant de 5 ans à la rue en plein hiver pour profiter de ma confiance. À partir de cette minute, tous les droits de succession et toute aide financière seront définitivement supprimés. Mon conglomérat détruira quiconque osera faire des affaires avec vous. » La finalité du décret de Victoria a résonné comme un énorme coup de marteau. Ma mère a poussé un horrible cri guttural de pur désespoir, réalisant enfin qu'elle n'avait pas seulement perdu la maison volée. Elle avait perdu tout son faux empire, ses amis riches et son avenir, d'un seul coup catastrophique. La milliardaire impitoyable venait d'exécuter officiellement sa propre fille, la bannissant de façon permanente à une vie de ruine totale et d'exil social. La destruction de leur réputation étant achevée, David Vance s'est calmement avancé, laissant tomber sans cérémonie une épaisse et lourde pile d'assignations à comparaître pour fraude fédérale directement sur la poitrine tremblante de mon père. Les documents juridiques décrivaient les graves accusations criminelles imminentes pour vol qualifié, fraude électronique et usurpation d'identité. Je suis sorti de l'ombre et j'ai marché droit vers ma mère tremblante et en pleurs, toujours effondrée sur le sol en marbre. Je n'ai ressenti aucune pitié ni affection persistante en regardant son visage complètement ravagé et strié de larmes. Je me suis légèrement penché, m'assurant que ma voix était froide, contrôlée et assez forte pour qu'elle seule puisse vraiment entendre l'impact dévastateur de mes derniers mots. J'ai déclaré fermement, portant le coup de grâce psychologique ultime avec la précision d'un tireur d'élite entraîné, « Tu aurais dû te souvenir des liens familiaux avant de transformer la maison de ta petite fille en mine d'or. » Mes mots l'ont complètement paralysé, faisant taire ses sanglots désespérés. Je n'ai pas attendu une autre excuse manipulatrice ou de fausses excuses. J'ai tourné sur mes talons polis et je suis sorti en douceur de la somptueuse salle de bal, étroitement flanqué de Victoria et David. Je n'ai jamais regardé en arrière, vers les ruines fumantes de la famille toxique à laquelle j'avais enfin échappé. Les lourdes portes en acajou se sont refermées doucement derrière nous, marquant officiellement la fin de mon cauchemar, et le début incontesté de ma libération totale. J'avais survécu à leur guerre psychologique brutale, reconquis ma dignité volée, et détruit les monstres qui avaient tenté de m'enterrer. J'étais enfin libre. 8 mois après les événements catastrophiques de ce gala, la tempête s'était enfin calmée. Je me tenais dans la cuisine ensoleillée et magnifiquement rénovée de ma vaste maison d'Oakwood Avenue, préparant une cafetière de café torréfié de qualité. L'arôme riche et sombre emplissait la pièce lumineuse, se mêlant à l'odeur propre du produit à polir au citron sur les comptoirs. Le contraste entre ma réalité actuelle et le cauchemar de dormir dans une berline gelée était saisissant. J'avais poursuivi mon service médical dévoué dans la Navy, étudiant tard dans la nuit, et je me préparais actuellement à passer mes examens pour devenir officier le mois prochain. L'immense maison ne me semblait plus un bien volé, ni un rappel douloureux de la cruauté de mes parents. Elle me semblait être un sanctuaire fortifié et aimant, entièrement libéré de la peur et de la manipulation toxique qui avait tourmenté mon passé. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière vive du matin, réchauffant les parquets où Sophia aimait s'asseoir et dessiner. J'avais reconstruit toute ma vie à partir de zéro, me transformant d'une victime sans abri désespérée en une professionnelle militaire concentrée et accomplie. La stabilité durement gagnée que je possédais maintenant était le résultat direct de ma propre résilience, et des limites intransigeantes que j'avais enfin appris à imposer. J'ai pris une lente et profonde respiration, savourant la profonde liberté qui venait du fait de savoir que je ne m'en dirais plus jamais l'amour de personnes incapables de le donner. Ma grand-mère, Victoria, visitait notre maison chaque dimanche, sans faute. Elle laissait son terrifiant personnage d'entreprise à la porte d'entrée, enlevait ses talons de créateur, et s'asseyait en tailleur sur le sol du salon pour boire un thé imaginaire et jouer tranquillement avec sa bien-aimée arrière-petite-fille. Elle avait un ours en peluche nommé Général Douillet, qu'elle saluait à chaque fois qu'elle arrivait. Sophia riait si fort qu'elle en tombait. Pendant ce temps, la réalité dévastatrice de la nouvelle vie de mes parents les avait plongés dans une ruine inéluctable. Dépouillés du soutien financier massif de Victoria et terrifiés par les accusations de fraude fédérale imminente, leurs créanciers les avaient assaillis comme des vautours. Ils ont été rapidement mis en faillite. Leurs voitures de luxe ont été saisies dans l'allée en plein jour, sous les yeux des voisins. Leur immense domaine a été officiellement saisi par les banques. De plus, ils ont été définitivement mis sur liste noire par les cercles de la haute société qu'ils avaient vénérés toute leur vie.
Personne ne voulait être associé au monstre qui avait jeté une enfant sans défense dans le froid de l'hiver. La dernière chose que j'ai entendue, par le biais des mises à jour juridiques de David Vance, c'est qu'il louait un 2 pièces au-dessus d'une laverie automatique dans le sud de la ville, et que mon père s'était vu refuser 3 candidatures d'emploi à cause des accusations de fraude en cours. Le contraste saisissant entre mon avenir brillant et paisible, et leur misère entièrement auto-infligée, était la preuve ultime que le karma avait été exécuté. Ils avaient tout misé sur leur cupidité, et ils avaient tout perdu. Je n'ai ressenti aucune culpabilité pour leur chute. Ils récoltaient exactement ce qu'ils avaient semé. Ils étaient effacés de ma réalité. Mon téléphone portable a soudainement vibré sur le comptoir de cuisine en marbre froid, brisant le silence paisible du matin. Un numéro inconnu, non répertorié, a clignoté sur l'écran lumineux. Je n'avais pas besoin de l'identification de l'appelant. Je savais exactement qui c'était. Les appels de supplication désespérés avaient commencé il y a exactement un mois. Des messages vocaux interminables et larmoyants de ma mère, demandant pardon et, plus important encore, implorant une pitié financière. Ils étaient complètement fauchés et terrifiés par les peines de prison fédérales imminentes qui pesaient sur leur tête. Il y a 8 mois, le son de sa voix en pleurs aurait déclenché une crise de panique massive et une envie désespérée de la sauver. J'aurais vidé mon compte en banque. J'aurais traversé la ville en pleine nuit. J'aurais ravalé chaque insulte et serais retourné en rampant dans leur piège, parce que j'étais encore cette petite fille qui mendiait l'amour de sa mère. Mais aujourd'hui, je n'ai ressenti aucune hésitation ni obligation familiale. J'ai tendu la main, j'ai tapé sur l'écran lumineux, j'ai bloqué le numéro inconnu sans écouter une seule seconde du message vocal, et j'ai supprimé définitivement le journal d'appel, sans une seconde de réflexion. La frontière de fer que j'avais construite autour de ma nouvelle vie était entièrement impénétrable. Je refusais de laisser même une seule goutte de leur venin toxique infecter le sanctuaire que j'avais bâti pour ma fille. Bloquer ce numéro n'était pas seulement un acte de rejet. C'était une profonde déclaration de mon indépendance absolue vis-à-vis de leur abus psychologique de toute une vie. J'étais le commandant de ma propre destinée, et ils étaient exilés en permanence. J'ai pris ma tasse de café en céramique chaude et j'ai marché lentement vers le salon, m'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte en bois. Je suis resté dans la chaleur silencieuse, regardant Sophia assise joyeusement sur le tapis doux et moelleux, coloriant une image vive et colorée avec une énorme boîte de crayons de cire neuf. Elle avait dessiné une maison jaune avec une porte rouge, un grand arbre, et 2 bonshommes allumettes se tenant la main. Elle n'accumulait plus de craquelins rassis dans ses petites poches. Elle n'était plus terrifiée par le mot « maison ». La guerre invisible qui nous avait presque détruites était définitivement terminée. J'avais appris la leçon la plus difficile sur les lignées toxiques et les traumatismes générationnels. La véritable discipline militaire ne consiste pas à endurer en silence des abus inimaginables de la part de sa famille. Elle consiste à avoir le courage d'exciser complètement l'infection mortelle de sa vie, peu importe à quel point cela saigne. J'ai souri doucement, prenant une gorgée lente et satisfaisante de mon café chaud, me sentant complètement en paix avec les choix brutaux que j'avais faits. J'avais reconquis ma dignité volée, protégé mon enfant innocent, et détruit les monstres qui avaient essayé de nous enterrer dans l'obscurité glaciale. Les ombres de mon passé douloureux étaient définitivement effacées par l'aube brillante de mon avenir. J'étais enfin, irrévocablement, libre de vivre ma vie selon mes propres termes. La bataille était terminée, et j'en étais sortie victorieuse. Nous étions enfin en sécurité. S'éloigner des parents toxiques pour protéger sa propre paix est la décision la plus courageuse que l'on puisse jamais prendre. Si mon histoire de rupture des liens et de lutte vous a inspiré, s'il vous plaît, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu à imposer une frontière de fer contre des membres de votre famille toxique.